Voilà la scène. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, est chez lui. Il est tard dans la nuit. L'homme qui incarne depuis des années l'espoir d'une jeunesse sénégalaise assoiffée de souveraineté, de justice et de dignité, l'homme qui a été emprisonné, poursuivi, humilié par un régime qui voulait le réduire au silence, l'homme sans lequel le président actuel ne serait jamais entré à l'Élysée du Sénégal. Cet homme-là apprend, comme n'importe quel téléspectateur anonyme, qu'il vient d'être limogé. Pas une convocation, pas une discussion en tête-à-tête, pas même la courtoisie d'un appel. Un communiqué officiel. 2 lignes froides dans la nuit de Dakar. Et voilà 3 ans de compagnonnage politique, 3 ans de sacrifice, 3 ans de prison et de lutte commune, jetés aux ordures comme un vieux dossier dont on n'a plus besoin. Avant de plonger dans les détails de cette rupture spectaculaire, et je vous garantis que les détails sont encore plus explosifs que ce que vous avez entendu jusqu'ici, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Cette histoire n'est pas simple. Elle n'est pas celle d'un chef qui se débarrasse d'un subordonné encombrant. Elle est infiniment plus complexe, infiniment plus révélatrice et infiniment plus dangereuse pour l'avenir du Sénégal. Parce que derrière ce limogeage se cachent des questions que tout le continent africain devrait se poser. Qui contrôle réellement le pouvoir à Dakar? Qui tire les ficelles depuis Paris? Et surtout, quel prix les peuples africains devront-ils encore payer pour leur liberté? Pour comprendre l'ampleur de ce qui vient de se produire, il faut remonter en arrière. Pas très loin, à peine 2 ans. Rappelons les faits pour ceux qui les auraient oubliés ou déformés dans leur mémoire. Ousmane Sonko est le président du parti politique PASTEF, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Un nom qui sonne comme un programme, comme une promesse. Sonko n'est pas un politique de salon. C'est un homme qui a risqué sa liberté, sa réputation, sa vie même, pour porter un projet politique ancré dans le panafricanisme, la souveraineté économique, le refus de la vassalité vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Sa popularité dans le pays est immense. Ses meetings attirent des centaines de milliers de personnes. La jeunesse sénégalaise le voit comme le symbole d'une rupture nécessaire avec des décennies de France-Afrique. Mais voilà le problème. Les puissances qui tiennent les rênes du Sénégal depuis l'indépendance, et j'emploie ce mot indépendance avec les guillemets qu'il mérite, ne voulaient pas de Sonko à la présidence. Macky Sall, le président sortant, a donc orchestré une série de manœuvres judiciaires et politiques pour empêcher Sonko de se présenter à l'élection présidentielle. Des affaires judiciaires sont montées de toutes pièces ou instrumentalisées, des dossiers sont rouverts, des condamnations sont prononcées, autant d'obstacles légaux pour barrer la route au candidat le plus populaire du pays. La France observe, approuve, encourage en coulisses. Ce scénario est assez classique. Quand un candidat africain dérange les intérêts de l'ancienne métropole, on lui trouve des ennuis judiciaires. Cela s'est produit partout en Afrique. Cela s'est produit au Sénégal. Alors Sonko, empêché d'être candidat, fait quelque chose d'inattendu. Il choisit un substitut. Quelqu'un en qui il a confiance. Quelqu'un qui partage, en apparence du moins, ses convictions politiques. Ce quelqu'un, c'est Bassirou Diomaye Faye, un cadre de PASTEF, moins connu du grand public, mais présenté comme le double politique de Sonko. La formule inventée pour cette campagne de substitution est devenue célèbre. Diom Sonno en Wolof, ce qui signifie approximativement Diomaye, c'est Sonko. Vote pour lui comme tu aurais voté pour moi. Il représente ce que je représente. Il défendra ce que j'aurais défendu. Le peuple sénégalais comprend le message. Il se mobilise. Et à la surprise générale, ou peut-être pas si générale pour ceux qui regardaient vraiment la réalité du pays, Bassirou Diomaye Faye remporte l'élection présidentielle dès le premier tour. C'est un moment historique. L'Afrique de l'Ouest retient son souffle. Pour des millions de Sénégalais, pour des millions d'Africains à travers le continent, c'est la victoire du peuple sur les manœuvres de l'ancien régime. C'est la démonstration que même quand les puissances établies essaient de bloquer le changement, la volonté populaire peut l'emporter. Dakar est en fête. Les rues débordent d'une joie immense. Et Sonko, libéré de prison, entre comme Premier ministre dans la composition du nouveau gouvernement. Le duo est au pouvoir. L'aventure commence. Mais justement, cette aventure-là, quelques esprits lucides l'avaient regardée avec une inquiétude croissante dès le premier jour. Il y avait quelque chose de fondamentalement instable dans cette équation politique. Quelque chose de fragile, presque de contradictoire, dans ce montage où le vrai leader populaire se retrouve en position de numéro 2 constitutionnel face à l'homme qu'il avait lui-même propulsé au sommet du pouvoir. Et cette instabilité n'était pas invisible. Elle était lisible, analysable, prévisible pour quiconque voulait bien regarder les faits en face. Examinons maintenant le premier des 4 problèmes fondamentaux qui ont conduit à l'explosion de ce soir-là. Le premier problème est aussi le plus mystérieux et le plus inquiétant. Quand Sonko et Diomaye Faye étaient en prison, ils n'étaient pas seuls. Ils négociaient. Des intermédiaires allaient et venaient. Des messages transitaient. Et à un moment donné, que personne ne peut dater avec précision, que personne ne peut documenter publiquement parce que ces choses-là ne se font pas dans des salles de conférences officielles, il s'est produit quelque chose. Une négociation, un accord, une transaction politique dont les termes exacts restent flous, mais dont les conséquences sont visibles à qui veut les voir. Voilà la question que personne n'ose poser à voix haute, mais que tout le monde se pose en silence.
Qu'est-ce que Sonko et Diomaye Faye ont promis à Macky Sall et à la France pour sortir de prison? Parce que dans la politique africaine, et pas seulement africaine, soyons honnêtes, personne ne libère ses adversaires les plus dangereux par bonté d'âme. Quand un régime en place relâche des opposants qu'il a emprisonnés et dont il a essayé d'éliminer la candidature par tous les moyens légaux et illégaux disponibles, c'est parce qu'une contrepartie a été négociée. C'est parce que des garanties ont été données. C'est parce que certaines lignes rouges ont été tracées et promis de ne pas être franchies. Regardez maintenant les 2 premières années du gouvernement Diomaye Sonko. Regardez ce qui s'est passé concrètement en matière de politique étrangère, de gestion des bases militaires françaises sur le sol sénégalais, de restructuration des contrats miniers et pétroliers. Regardez si les grandes promesses de rupture avec la France-Afrique ont été tenues, ou si elles ont été progressivement édulcorées, reportées, enterrées dans des commissions techniques dont on n'entend plus jamais parler. La réponse à ces questions vous dira tout ce que vous devez savoir sur la nature réelle de l'accord qui a été passé dans l'ombre des cellules de prison. Le deuxième problème est peut-être encore plus fondamental que le premier, parce qu'il touche à la cohérence idéologique même du duo au pouvoir. Ousmane Sonko se définit depuis toujours comme un panafricaniste. C'est son identité politique profonde. C'est ce qui l'a rendu populaire auprès de la jeunesse sénégalaise et africaine. Son discours sur la souveraineté, sur la nécessité de rompre avec les structures économiques et politiques héritées de la colonisation, sur le droit des peuples africains à disposer d'eux-mêmes. Ce discours-là résonnait avec quelque chose de viscéral dans les cœurs de millions de personnes qui avaient l'impression d'avoir enfin trouvé un dirigeant qui disait tout haut ce qu'il pensait tout bas. Bassirou Diomaye Faye, lui, avait eu des positions politiques très différentes avant d'accéder à la présidence. Ses prises de position publiques montraient ce quelqu'un de beaucoup plus aligné sur les intérêts occidentaux, beaucoup plus à l'aise avec la France-Afrique, beaucoup plus empressé de cultiver de bonnes relations avec Paris. La différence entre les deux hommes n'était pas superficielle. Elle touchait à leur vision fondamentale de ce que devait être le Sénégal dans le monde, de qui devaient être ses alliés, de quelles dépendances devaient être maintenues et lesquelles devaient être tranchées. Comment un Premier ministre ouvertement panafricaniste pouvait-il coexister sereinement avec un président qui multipliait les signaux de bonne volonté envers les capitales occidentales? Comment Sonko pouvait-il conduire une politique de souveraineté depuis la primature quand l'Élysée de Dakar envoyait des signaux exactement contraires à Paris et à Bruxelles? Cette contradiction-là n'était pas gérable indéfiniment. Elle était une bombe à retardement. Et les démineurs qui auraient dû la désamorcer, le dialogue, la clarification politique, la définition d'une ligne commune, n'ont jamais fait leur travail. Il y avait aussi une tension profonde autour de la vision de l'Afrique et de ses partenaires. Quand Diomaye Faye, nouvellement élu, a reçu Jean-Luc Mélenchon comme une de ses premières visites politiques officielles importantes, et que dans ce contexte des remarques ont été faites qui semblaient relativiser les positions des panafricanistes africains les plus engagés, quelque chose s'est cassé dans la confiance. Les Africains, qui avaient vu dans le tandem Sonko-Diomaye la promesse d'une rupture réelle avec les vieilles structures, se sont sentis trahis, ou du moins incompris. Et Sonko lui-même s'est retrouvé dans la position inconfortable de devoir défendre ou ignorer des déclarations qui allaient à l'encontre de tout ce pourquoi il avait été emprisonné et combattu. Le troisième problème est celui qui a pourri le quotidien du gouvernement et qui a rendu impossible tout travail collectif efficace, la désobéissance ministérielle. Dans tout gouvernement normalement constitué, le Premier ministre est le chef du gouvernement. C'est lui qui coordonne l'action des ministres, qui arbitre les conflits entre eux, qui définit les priorités de mise en œuvre de la politique présidentielle. Les ministres obéissent au Premier ministre. C'est ainsi que ça fonctionne, en théorie. Mais au sein du gouvernement sénégalais, des informations ont commencé à filtrer, puis à circuler ouvertement. Certains ministres ne répondaient pas aux injonctions de Sonko. Ils faisaient leurs propres choix, suivaient leurs propres agendas, s'arrangeaient directement avec la présidence sans passer par la primature. Et lorsque Sonko a alerté le président sur ces dysfonctionnements, sur cette espèce d'anarchie institutionnelle au sein même du gouvernement, Diomaye Faye n'a rien fait, ou du moins n'a rien fait d'efficace. La situation a continué, s'est aggravée, est devenue publique. Ce qui est particulièrement significatif, c'est que certains de ces ministres récalcitrants semblaient avoir des liens avec l'ancien régime de Macky Sall, des personnalités qui avaient prospéré sous l'ancien président, qui avaient des intérêts dans les structures en place, qui n'avaient aucun intérêt à voir une vraie rupture politique s'opérer. Ces personnes-là se retrouvaient au cœur du nouveau gouvernement, apparemment protégées par le président lui-même. On comprend alors que ce n'était pas de la désorganisation ou de l'incompétence. C'était de la politique. C'était la mise en œuvre délibérée d'une stratégie visant à neutraliser Sonko depuis l'intérieur même du gouvernement qu'il était censé diriger. Et le quatrième problème, sans doute le plus structurel, le plus profond, celui qui explique pourquoi tout le reste est possible, c'est la question du contrôle de l'armée. Dans tout système politique, la question du contrôle des forces armées est fondamentale.
Qui contrôle l'armée contrôle en dernier ressort le pouvoir réel. Les constitutions, les élections, les majorités parlementaires, tout cela peut être balayé en quelques heures si les généraux décident de ne plus obéir au gouvernement civil. L'Afrique de l'Ouest en a connu l'expérience à de nombreuses reprises dans son histoire récente. Or, ni Sonko ni Diomaye Faye ne contrôlent réellement l'armée sénégalaise. L'institution militaire sénégalaise est profondément marquée par des décennies de liens avec les armées françaises, américaines et les structures de sécurité occidentales. Les officiers supérieurs ont souvent été formés dans des académies militaires françaises ou américaines. Leur réseau de loyauté, leurs références institutionnelles, leurs intérêts économiques sont entremêlés avec des structures qui dépassent largement le cadre national sénégalais. Et à la tête du ministère de la Défense se trouve un homme dont les analystes sérieux savent qu'il est étroitement connecté à Washington et à Paris, pas à la rue Faye d'Herbe de Dakar. Cela signifie concrètement que si à un moment donné la situation politique au Sénégal devenait trop instable, trop menaçante pour les intérêts de ces puissances étrangères, un groupe de généraux pourrait décider d'intervenir. Pas nécessairement parce qu'ils le souhaitent personnellement, pas nécessairement parce qu'ils ont une vision politique élaborée pour le Sénégal, mais parce que certaines personnes, certains réseaux leur donneraient des garanties, des encouragements, une couverture diplomatique. Et le Sénégal se retrouverait dans la même situation que certains de ses voisins, avec un uniforme militaire à la place d'un costume de président élu. Ces 4 problèmes, la négociation obscure en prison, la divergence idéologique fondamentale, la désobéissance ministérielle organisée et l'absence de contrôle réel sur l'armée, constituaient depuis le départ les fils d'une tapisserie qui ne pouvait que se déchirer. Et les analystes politiques sérieux qui avaient identifié ces tensions dès les premiers mois de la nouvelle présidence avaient été traités avec condescendance, sinon avec hostilité. On leur avait reproché de ne pas soutenir le changement, de critiquer inutilement, de manquer de patriotisme africain. L'euphorie populaire qui avait accompagné l'élection de Diomaye Faye, une euphorie compréhensible, légitime, humainement très belle, avait rendu sourde à ces mises en garde une très grande partie de l'opinion publique. Mais l'euphorie a une durée de vie limitée quand les contradictions politiques sont aussi profondes. Et ce qui s'est passé dans la nuit du 22 au 23 mai 2026 n'est pas une surprise pour ceux qui regardaient lucidement. C'est l'aboutissement prévisible, douloureux, d'un édifice politique bâti sur des fondations contradictoires. Revenons maintenant à cette nuit du limogeage. Parce que ce qui est remarquable et révélateur dans cette affaire, ce n'est pas seulement le fait que Diomaye Faye ait décidé de mettre fin aux fonctions de Sonko. Un président peut légitimement se séparer de son premier ministre. La constitution sénégalaise le prévoit. Cela s'est produit dans d'autres pays sans que cela crée une crise majeure. Ce qui est remarquable, c'est la manière dont cela s'est fait. La forme, l'élégance, ou plutôt l'absence totale d'élégance. Dans toutes les traditions républicaines qui s'inspirent de la constitution de la Ve République française, et le Sénégal en est une, lorsqu'un président décide de mettre fin aux fonctions de son Premier ministre, il y a un protocole, un processus. Il convoque le Premier ministre. Il lui dit que leur collaboration prend fin. Il lui demande de présenter sa démission formelle. Le Premier ministre présente cette démission et le président nomme un successeur. Cela permet de maintenir la dignité des deux parties, de gérer la transition avec un minimum de décorum institutionnel, de préserver la face et les relations futures. Rien de tout cela ne s'est passé avec Sonko. À 23 heures du soir, alors que le Premier ministre était chez lui, vraisemblablement endormi ou en train de se reposer, un communiqué officiel a été publié, annonçant sans autre forme de procès qu'il était mis fin à ses fonctions. Sonko l'a appris en même temps que tout le monde, en même temps que les journalistes, en même temps que les citoyens ordinaires qui regardaient leur téléphone avant de dormir. Aucun appel préalable, aucune conversation en privé, aucune courtoisie minimale envers l'homme qui, rappelons-le, lui avait littéralement donné le pouvoir. Cette forme de limogeage est un message politique en soi. Elle dit « Vous ne méritez pas même le respect d'une conversation. Vous êtes traité comme un fonctionnaire subalterne dont le contrat de travail est résilié par lettre recommandée. Pas comme le leader d'un mouvement politique qui a porté le président au pouvoir. Pas comme quelqu'un avec qui on a partagé des années de lutte et de prison. Comme un employé dont on n'a plus besoin et dont on veut se débarrasser le plus rapidement et le plus proprement possible. » La réponse de Sonko a été à la hauteur de l'humiliation reçue, cinglante, précise, lourde de sens. Il a déclaré publiquement qu'il allait pouvoir désormais dormir tranquille dans sa maison, à la cité Cœur Massa. Ce n'était pas la réaction d'un homme brisé. C'était la réaction d'un homme qui dit « Vous venez de libérer le tigre de sa cage, et maintenant, ce tigre n'a plus aucune contrainte institutionnelle qui le retient. » Car voilà ce que le limogeage de Sonko change fondamentalement dans l'équation politique sénégalaise. Il le libère.
Tant qu'il était Premier ministre, Sonko était lié par les obligations de loyauté envers le gouvernement dont il faisait partie. Il ne pouvait pas mener une opposition franche contre les décisions présidentielles avec lesquelles il était en désaccord. Il devait maintenir une façade de solidarité gouvernementale. Il était, d'une certaine manière, neutralisé par ses propres responsabilités institutionnelles. En le limogeant, Diomaye Faye lui rend sa liberté politique totale. Et Sonko est bien plus dangereux politiquement libre que contraint dans un gouvernement qui ne lui laissait aucune marge réelle d'action. Mais au-delà de la personnalité de Sonko et de son destin politique immédiat, ce limogéage soulève des questions d'une portée bien plus large. Des questions sur la nature même du système politique sénégalais. Des questions sur les véritables détenteurs du pouvoir à Dakar. Des questions sur ce que signifie réellement l'indépendance politique pour un pays africain en 2026. Regardons un instant qui va probablement bénéficier de cette rupture. Qui sont les gagnants de cette nuit du 22 mai 2026 ? La première catégorie de gagnants, ce sont les partisans de l'ancien régime de Macky Sall. Ces hommes et ces femmes qui avaient gouverné le Sénégal pendant plus d'une décennie, coup. Alors voilà où nous en sommes. Un limogeage brutal au cœur de la nuit. Un Premier ministre a pris de son renvoi par les médias comme n'importe quel kidam. Un président qui brise en quelques heures l'alliance politique la plus symbolique de la démocratie sénégalaise contemporaine. Et une question suspendue dans l'air nocturne de Dakar. Maintenant que le pacte est rompu, que va-t-il se passer ? Cette question n'est pas abstraite. Elle a des réponses précises, des trajectoires analysables, des scénarios qui ne relèvent pas du catastrophisme, mais de la lecture froide et rigoureuse d'un tableau politique dont toutes les pièces sont désormais visibles. Commençons par la question la plus immédiate, celle qui se posait dès les premières heures du matin du 23 mai 2026. Qui va remplacer Sonko à la tête du gouvernement ? Cette question-là n'est pas anecdotique. Le choix du nouveau Premier ministre sera le premier signal fort que Diomaye Faye envoie sur la direction politique qu'il entend donner désormais à son quinquennat, une direction que beaucoup craignent de voir s'éloigner encore davantage des promesses initiales du mouvement PASTEF. Et dans ce contexte, le nom qui revenait le plus fréquemment dans les cercles politiques dès les premières heures de la crise mérite une attention particulière. Aminata Touré, dite Mimi Touré. Qui est Mimi Touré ? C'est une femme politique sénégalaise de premier plan, une technocrate accomplie, une personnalité qui a traversé plusieurs régimes avec une remarquable capacité d'adaptation. Elle a été première ministre du Sénégal sous Macky Sall. Elle a ensuite rompu avec lui. Elle s'est rapprochée du mouvement PASTEF dans une phase où cela était politiquement utile. Et aujourd'hui, selon les analystes les plus proches du dossier, elle serait devenue une figure de confiance pour Diomaye Faye. Une proximité qui soulève des questions fondamentales sur ce que ce rapprochement signifie sur le plan idéologique. Car Mimi Touré n'est pas une panafricaniste. Ce n'est pas une partisane de la rupture radicale avec la France-Afrique. C'est quelqu'un qui a montré tout au long de sa carrière qu'elle savait naviguer dans les eaux de la politique internationale telle qu'elle existe réellement, c'est-à-dire une politique dans laquelle les intérêts occidentaux jouent un rôle central et dans laquelle les dirigeants africains qui veulent durer apprennent rapidement à ne pas trop bousculer certains équilibres. Si c'est elle qui prend la tête du gouvernement sénégalais après Sonko, le message est clair pour ceux qui savent le lire. Le Sénégal de Diomaye Faye a définitivement choisi son camp. Et ce camp n'est pas celui des révolutionnaires panafricains. Mais laissons de côté pour un instant la question du successeur immédiat de Sonko, parce qu'il y a quelque chose de bien plus important à examiner. La vraie question, la question qui va conditionner toute la politique sénégalaise pour les prochaines années, c'est celle de l'avenir du parti PASTEF lui-même. Parce que PASTEF n'est pas juste un parti politique. C'est un mouvement, une coalition d'espoir, d'énergie, de militants qui se sont mobilisés, non pas pour un homme ou un autre, mais pour une vision du Sénégal et de l'Afrique. Et cette vision, souveraine, panafricaniste, orientée vers la rupture avec les structures coloniales, cette vision n'appartient pas à Diomaye Faye, elle appartient à Sonko, toujours à Sonko. Et les militants de PASTEF le savent. Ce que nous allons très probablement assister dans les semaines et les mois qui viennent, c'est une fracture au sein de PASTEF. Une division douloureuse mais inévitable entre deux factions. D'un côté, ceux qui vont suivre le président, les pragmatiques, ceux qui ont des postes à défendre, ceux qui croient encore que Diomaye peut incarner quelque chose de différent malgré tout, ceux qui ont peur de repartir dans l'opposition. Cette faction sera numériquement minoritaire mais institutionnellement puissante, parce qu'elle contrôle les ressources de l'État. De l'autre côté, ceux qui vont suivre Sonko, la base militante la plus engagée, la jeunesse urbaine et périurbaine qui s'était mobilisée pour lui, les intellectuels et les activistes qui avaient vu dans le projet pastéfien une vision politique authentique. Cette faction sera numériquement majoritaire mais sans les ressources du pouvoir. Et Sonko lui-même, que va-t-il faire ? L'homme qui vient d'être humilié en pleine nuit, l'homme qui a appris son limogeage à la télévision comme un citoyen lambda, l'homme dont la popularité dans le pays dépasse très largement celle du président qui vient de le congédier, cet homme-là n'a pas une carrière politique derrière lui. Il a une carrière politique devant lui. Il est relativement jeune.
Il a de l'énergie. Il a le soutien d'une masse populaire qui, précisément, vient d'être indignée par la façon dont il a été traité. Et il a maintenant, pour la première fois depuis 2 ans, une liberté politique totale pour dire exactement ce qu'il pense, pour critiquer exactement ce qu'il veut critiquer, pour proposer exactement la rupture qu'il avait été empêché de proposer depuis sa position gouvernementale. Ne vous y trompez pas. Ousmane Sonko est candidat à la prochaine élection présidentielle sénégalaise. Même s'il ne l'a pas encore dit avec ces mots-là, même si les obstacles juridiques qui avaient entravé sa candidature en 2024 ne sont pas totalement levés, même si le chemin est semé d'embûches et de pièges. Sa candidature est une quasi-certitude politique. Et cette candidature va redéfinir complètement le paysage politique sénégalais pour les prochaines années. Voilà où les choses deviennent vraiment dangereuse. Voilà où le scénario politique sénégalais bascule du territoire du politique normal vers celui du politique à haut risque. Parce que si Sonko est le favori à la prochaine présidentielle, et les sondages d'opinion, les perceptions dans les rues de Dakar, la mobilisation de sa base militante, tout indique qu'il le serait, alors se pose immédiatement la question. Est-ce que Diomaye Faye va accepter loyalement de perdre une élection présidentielle face à l'homme qu'il vient de limoger? Est-ce que le système politique sénégalais, avec ses généraux proches de Paris, avec ses fonctionnaires de l'ancien régime encore en place, avec ses réseaux d'influence internationale, va tranquillement laisser Sonko gagner et accéder à la présidence? L'histoire africaine récente nous donne une réponse claire à cette question. Non, pas sans résistance, pas sans tentative de manipulation. Et peut-être pas du tout. Parce que les mêmes forces qui avaient empêché Sonko d'être candidat en 2024 n'ont pas disparu. Elles n'ont pas été neutralisées. Elles ont été discrètes pendant 2 ans. Pas parce qu'elles avaient changé d'intérêt, mais parce qu'elles attendaient de voir comment les choses allaient évoluer. Avec la rupture Diomaye-Sonko, ces forces retrouvent une opportunité de jeu, et elles ne vont pas la manquer. Le scénario d'une présidentielle truquée au Sénégal n'est donc pas une hypothèse fantaisiste. C'est une possibilité réelle, documentée dans ses préconditions, cohérente avec tout ce que nous observons depuis le début. Paris ne veut pas de Sonko à la présidence du Sénégal. Mais c'est une constante de la politique française en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants qui menacent réellement les intérêts économiques et stratégiques français sont soit dissuadés, soit empêchés, soit éliminés par des moyens qui varient selon les circonstances, mais qui convergent toujours vers le même résultat. Et Sonko, avec son programme de souveraineté économique et de rupture avec la France-Afrique, est exactement le type de dirigeant que Paris veut à tout prix tenir à l'écart du palais présidentiel de Dakar. Mais attention, parce que c'est ici que le scénario devient le plus complexe et le plus périlleux. L'histoire nous montre que quand des élections africaines sont fraudées, quand les résultats ne correspondent pas à la réalité du vote populaire, quand le peuple a clairement dit quelque chose et que les élites politiques disent le contraire, il y a des réactions, des manifestations, parfois de la violence. Et quand il y a de la violence et de l'instabilité, quand les rues se remplissent de colère, quand les institutions civiles semblent incapables de gérer la crise, c'est à ce moment précis que l'armée entre en scène. Pas toujours parce que les généraux ont un projet politique élaboré, mais parce que quelqu'un les y pousse. Parce que des garanties leur ont été données, parce que certains réseaux leur ont signifié que la voie était libre et que la communauté internationale, lire Paris et Washington, ne protestera pas trop fort. C'est exactement ce schéma qui a conduit aux transitions militaires récentes dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est exactement ce schéma qu'il faut craindre pour le Sénégal si la crise politique s'approfondit. Il y aurait alors une ironie tragique et terrible dans l'histoire. Sonko et Diomaye Faye, qui ont commencé leur aventure politique commune en prison, en lutte contre un régime qui les opprimait, se retrouveraient tous les deux vaincus, dépassés, peut-être emprisonnés à nouveau, par un troisième larron en uniforme qui n'aura jamais eu ni leur courage ni leur légitimité populaire, mais qui aura su profiter de leur division pour s'emparer du pouvoir. Parlons maintenant de l'acteur clé qui rend ce scénario possible, le contrôle de l'armée. Nous l'avons mentionné dans la première partie. Revenons-y avec plus de précision. Le ministre de la Défense du Sénégal, Biram Diop, est un homme dont le profil et les allégeances sont analysés de très près par les observateurs sérieux de la politique africaine. Sans entrer dans des détails qui pourraient relever de la diffamation si nous les formulions avec plus de précision que les sources disponibles ne le permettent, il suffit de noter que sa nomination à ce poste stratégique n'est pas passée inaperçue. Les analystes proches du dossier soulignent des connexions avec des intérêts étrangers, américains et français notamment, qui posent des questions légitimes sur la chaîne de commandement réelle de l'armée sénégalaise. Posons la question directement. Si demain Diomaye Faye et Sonko sont tous les deux en difficulté politique, si une crise ouverte éclate dans les rues de Dakar, si l'instabilité atteint un niveau que les partenaires étrangers du Sénégal jugent inacceptable pour leurs intérêts, qui va donner les ordres à l'armée ? Et l'armée va-t-elle obéir à ces ordres ?
La réponse à ces questions déterminera si le Sénégal reste une démocratie civile ou s'il rejoint la liste malheureusement longue des pays africains gouvernés par des juntes militaires. Mais n'oublions pas de regarder l'autre côté du tableau, parce que dans toute cette analyse sombre et préoccupante, il y a aussi des leçons positives, des modèles qui montrent qu'une autre trajectoire est possible. Ces modèles existent en Afrique. Ils s'appellent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces trois pays ont opéré des ruptures politiques radicales, des ruptures qui ne se sont pas faites sans heurts, sans coups, sans difficultés, mais qui ont néanmoins affirmé un principe fondamental. Un pays africain peut décider de gouverner dans l'intérêt de son propre peuple, peut décider de renégocier ou de rompre des accords qui le pénalisent, peut décider d'expulser des bases militaires étrangères et des ambassadeurs qui se comportent comme des proconsuls coloniaux. Ces trois pays ont payé un prix pour leur choix, des sanctions économiques, des tentatives de déstabilisation, des campagnes médiatiques négatives dans la presse internationale. Mais ils ont tenu, ils continuent de tenir. Et leur exemple a envoyé un message à tout le continent africain. Il est possible de dire non. Il est possible de refuser les conditions imposées par les anciennes puissances coloniales. Il est possible de choisir de nouveaux partenaires, des partenaires qui ne viennent pas avec la condescendance, les conditions politiques et les dettes diplomatiques qui accompagnent l'aide occidentale. La question qui se pose à Sonko aujourd'hui est précisément celle-là. Dans ses prochains discours, dans ses prochaines prises de position, dans la campagne politique qu'il va désormais mener en toute liberté, va-t-il finalement assumer cette ligne panafricaniste authentique dont il se réclamait en théorie, mais qu'il n'avait jamais totalement mise en pratique? Va-t-il apprendre de l'expérience du Mali et du Burkina? Va-t-il comprendre que la demi-mesure, le panafricanisme de tribune accompagné d'une politique économique qui ménage les intérêts occidentaux, est la pire des positions, parce qu'elle vous attire l'hostilité de Paris sans vous donner les leviers pour vous en passer? Parce que la critique qui lui a été adressée par certains analystes panafricanistes n'était pas de l'ingratitude ou de la mauvaise foi. C'était une analyse honnête des contradictions de sa trajectoire. Quand il a choisi Jean-Luc Mélenchon comme interlocuteur privilégié de la gauche occidentale, plutôt que de construire des ponts avec les révolutionnaires africains authentiques de la génération du Mali et du Burkina, il a envoyé un signal. Quand il a tenu des propos qui pouvaient être interprétés comme condescendants envers les panafricanistes les plus radicaux, il a suscité des blessures dans exactement la partie de la communauté politique africaine dont il avait le plus besoin du soutien. Ces erreurs sont humaines, elles sont compréhensibles dans le contexte d'un homme qui essayait de naviguer entre des exigences contradictoires, de gouverner dans un cadre institutionnel qui lui était défavorable, de préserver une coalition aussi large que possible. Mais elles ont eu un coût politique réel. Et maintenant que Sonko est libéré de ses contraintes institutionnelles, la question est, va-t-il corriger le tir? Va-t-il renoncer aux ambiguïtés qui ont affaibli son positionnement politique et assumer pleinement, sans réserve et sans excuse, la radicalité souverainiste que sa base attendait de lui? Il y a aussi une question d'ordre plus personnel que Sonko devra trancher. Un homme qui a été emprisonné, qui a été exclu d'une élection par des manœuvres judiciaires, qui a sacrifié des années de liberté pour un projet politique, qui a ensuite accepté de se mettre en retrait pour permettre à son camarade d'accéder au pouvoir, et qui se voit traité de cette façon, cet homme-là peut ressentir une amertume bien compréhensible. Il peut être tenté par des décisions impulsives, par une confrontation frontale et immédiate qui lui donnerait satisfaction émotionnelle, mais qui pourrait être politique désastreuse. La vraie grandeur politique consistera à transformer cette blessure en carburant pour une action politique disciplinée, stratégique, orientée vers l'avenir plutôt que vers la revanche. Et ici, adressons-nous aussi à Diomaye Faye, parce que même si ses choix récents sont très préoccupants, la situation n'est pas irréversible. Pas encore. Le président sénégalais doit comprendre quelque chose d'essentiel. Il n'a pas les ressources politiques suffisantes pour gouverner le Sénégal en opposition à la base populaire qui a fait son élection. Cette base, c'est Sonko qui l'incarne. En humiliant Sonko publiquement, en lui refusant même la dignité d'une conversation avant son limogéage, il a commis une erreur politique majeure. Pas seulement une erreur morale ou de courtoisie, une erreur stratégique qui va affaiblir considérablement sa capacité à gouverner. Parce que gouverner le Sénégal en 2026, avec une économie qui affronte des défis immenses, avec une jeunesse en demande d'emploi et de dignité, avec des institutions qui ont besoin d'être réformées en profondeur, avec des partenaires étrangers qui ne feront des concessions que si on les oblige à en faire, tout cela exige une légitimité populaire immense. Et cette légitimité, Diomaye Faye ne l'a pas par lui-même. Il l'avait parce qu'il était adossé à Sonko. En brisant cet adossement, il a scié la branche sur laquelle il était assis.
La solution raisonnable, et elle est encore possible, même si la fenêtre se rétrécit à mesure que les positions se durcissent, serait que Diomaye Faye trouve un moyen de reconnaître la légitimité politique de Sonko, de lui donner un espace d'expression et de concurrence loyale, et de s'engager publiquement à ne pas utiliser les ressources de l'État pour fausser la prochaine élection présidentielle. Cela demanderait une magnanimité politique considérable. Cela demanderait de mettre les intérêts du Sénégal au-dessus des intérêts personnels de maintien au pouvoir. Et cela demanderait surtout de résister aux pressions des cercles proches du pouvoir. Ces conseillers qui lui soufflent que Sonko est une menace à neutraliser, que la prochaine élection doit être sécurisée par tous les moyens disponibles, que la politique africaine a ses propres règles et que la loyauté n'est pas la vertu la plus utile dans ce milieu. Au peuple sénégalais maintenant. Parce que dans cette analyse des acteurs institutionnels et des jeux de pouvoir, il serait facile d'oublier ce qui est en dernière instance le seul facteur vraiment décisif, la volonté collective des Sénégalaises et des Sénégalais. Ce peuple a montré qu'il était capable de mobilisation extraordinaire. Il l'a montré lors de l'élection de 2024, il l'a montré lors des années de résistance aux manœuvres de Macky Sall. Il a une mémoire politique longue et une conscience de ses intérêts collectifs qui dépasse souvent celle de ses dirigeants. Ce peuple va avoir à nouveau l'occasion d'arbitrer. Pas tout de suite, mais dans un horizon temporel qui n'est pas si lointain. Et quand viendra ce moment d'arbitrage, il faudra que les Sénégalais le fassent avec une conscience pleine et entière de ce qui s'est passé. Pas avec la même euphorie non critique qui avait accompagné l'élection de 2024. Pas avec la même tendance à vouloir museler les analyses qui dérangent au nom de l'unité africaine. Mais avec un esprit critique, une exigence de cohérence idéologique, une capacité à distinguer entre ce que les dirigeants disent et ce qu'ils font. Le Sénégal a besoin de dirigeants qui ne se contentent pas de promettre la souveraineté dans des discours flamboyants, mais qui la pratiquent dans les actes quotidiens du gouvernement. Des dirigeants qui n'ont pas conclu d'accord secret avec des puissances étrangères pour acheter leur liberté et leur accession au pouvoir. Des dirigeants qui contrôlent réellement leurs institutions, y compris l'armée. Des dirigeants qui traitent leurs alliés et leurs collaborateurs avec le respect et la dignité qui leur sont dus, même, et surtout, quand ils décident de mettre fin à une collaboration. Ces exigences ne sont pas irréalistes. Elles ne demandent pas des surhommes. Elles demandent simplement des politiques qui prennent au sérieux leurs responsabilités envers le peuple qui leur a accordé sa confiance. Et si ces politiques n'existent pas encore, s'ils doivent encore émerger, se former, trouver leur voie, alors c'est la jeunesse sénégalaise elle-même, cette jeunesse qui avait cru si fort dans le tandem Sonko-Diomaye, qui devra les faire émerger. Voilà le vrai message de cette nuit du 22 au 23 mai 2026. Ce n'est pas un message de désespoir, même si la situation est grave. Ce n'est pas un message de fatalisme, même si les obstacles sont réels. C'est un message de lucidité, une invitation à regarder la réalité politique africaine sans lunettes roses, à analyser les intérêts en jeu sans naïveté, à construire des alternatives politiques sur des bases solides plutôt que sur des alliances de circonstances dont les contradictions sont visibles dès le premier jour.